120. Ce n'était ni un numéro de maillot ni un code de stade. C'était le prix en dollars de la place la moins chère disponible pour voir les États-Unis jouer leur match d'ouverture dans une Coupe du Monde organisée sur le sol américain pour la première fois depuis plus de 3 décennies. Pas une demi-finale, pas la finale. Le tout dernier rang d'un match de phase de groupe contre le Paraguay à Los Angeles. Pour cette même somme, un supporter pouvait acheter un abonnement complet à la saison au Real Madrid ou à Manchester United, une année entière de football de haut niveau, pour le prix que la FIFA demandait pour 90 minutes de phase de groupe. Et la place la plus chère pour ce même match aurait dépassé les 700 $, soit plus que le prix d'un siège en tribune pour la finale de la précédente Coupe du Monde au Qatar. Relis cette phrase, ce n'est pas une erreur. Et voici le passage qui transforme la confusion en véritable signal d'alarme. Même à ces prix-là, les billets pour les débuts du pays co-organisateur dans son propre tournoi ne se sont pas vendus jusqu'au dernier. À quelques jours du coup d'envoi, le propre site de la FIFA affichait encore des places disponibles pour l'ouverture américaine, plus d'une centaine. Rien que cela aurait dû faire la une. Un pays hôte qui joue à domicile, qui accueille une Coupe du Monde pour la première fois depuis 1994 et qui n'arrive pas à écouler toutes les places pour son propre match d'entrée. Pendant ce temps, les plateformes de revente étaient saturées de milliers d'autres billets, certains proposés sous leur valeur faciale. Dans une Coupe du Monde, les prix à la revente grimpent presque toujours à mesure que le coup d'envoi approche. Quand ils baissent au lieu de monter, c'est qu'une pièce du système s'est brisée. Même le président Trump, interrogé directement sur les tarifs, a reconnu que l'idée d'assister au match lui plaisait, mais qu'il ne paierait pas le prix demandé. Quand le président du pays hôte qualifie les prix des billets de son propre pays d'arnaque, il est peut-être temps de regarder très sérieusement ce qui se passe en coulisses, pour comprendre comment un tournoi conçu comme la plus grande célébration de l'histoire de ce sport a pu en arriver là. Il faut commencer par son ampleur. C'est la plus grande Coupe du Monde jamais organisée. 48 sélections nationales au lieu de 32, 104 matchs, 3 pays hôtes se partageant la charge pour la première fois, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Elle a débuté le 11 juin et se déroule jusqu'au 19 juillet avec une finale prévue au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Sur le papier, cela devait être une fête historique, le grand retour du football en Amérique du Nord, vendu par la FIFA comme une célébration destinée à rassembler la planète entière devant un écran. Ce qui s'est réellement déployé, c'est un écart de crédibilité de plus en plus large entre cette promesse et ce que les caméras de télévision continuent de montrer, stade après stade. Et la racine du problème porte un nom, la tarification dynamique. C'est la première fois qu'une Coupe du Monde utilise ce modèle. La même stratégie de prix fondée sur la demande que les compagnies aériennes et les organisateurs de concerts s'exploitent depuis des années. En théorie, cela semble assez raisonnable. Les prix ne sont pas fixes. Ils montent et descendent avec la demande en temps réel. Si un match suscite une forte demande, le billet devient plus cher sous vos yeux. Si la demande est faible, le prix devrait baisser. Le piège, et c'est là que tout a dérapé, c'est que la FIFA a tout misé sur une demande si massive qu'elle pourrait imposer des prix extravagants et vendre malgré tout chaque siège. Les responsables sont allés jusqu'à affirmer que la demande avait dépassé leurs propres prévisions par un facteur de 10 ou plus. Avec une telle confiance au cœur de la stratégie, il y avait peu de raisons de contenir les prix. Ils ont donc continué à grimper. Et les chiffres, quand on les regarde de près, donne le vertige. La fourchette allait d'environ 60 $ pour les matchs de groupe les plus modestes, selon la catégorie de supporters, jusqu'à des montants dépassant les 10 000 $ pour un billet de finale au prix officiel, certaines annonces sur la propre plateforme de revente de la FIFA ayant même, selon plusieurs rapports, approché les 2 millions de dollars par siège. Ce chiffre de 60 $ s'est révélé n'être guère plus qu'un mirage marketing, un montant que la FIFA pouvait brandir pour dire « Regardez, il existe des billets abordables », alors que la réalité sur le terrain était tout autre. Entre octobre
2025 et avril 2026, la FIFA a augmenté les prix de presque tous les matchs du tournoi. De combien? D'environ un tiers en moyenne. Un bond d'un tiers en à peine 6 mois, sans déclencheur clair, susceptible de justifier une hausse d'une telle ampleur. Selon des analyses indépendantes de médias sportifs ayant suivi les données de billetterie sur l'ensemble du tournoi, une place pour pratiquement n'importe quel match de cette Coupe du Monde, à n'importe quel tour, coûte plus cher que la place équivalente lors de n'importe quelle Coupe du Monde précédente. Point final. Il ne s'agit pas seulement des grandes affiches, cela touche tout. Si vous essayez de calculer le coût d'un suivi complet de votre sélection nationale sur les 8 tours possibles du tournoi, du premier match jusqu'à la finale, vous vous retrouveriez avec plusieurs milliers de dollars rien qu'en billets, sans compter les vols, les hôtels ni le moindre repas, juste le siège. Pour un très grand nombre de supporters, ce n'est pas une question de manque d'envie. Les comptes ne tiennent tout simplement pas. Puis, le tournoi a réellement commencé, et la réalité s'est heurtée au discours commercial. Le match d'ouverture, Mexique contre Afrique du Sud au stade Azteca, a offert exactement ce que la FIFA espérait. Un stade plein à craquer, près de 90 000 supporters, produisant ce vacarme que seuls les supporters mexicains semblent capables de créer. Si tous les matchs avaient eu cette image, il n'y aurait pas d'histoire à raconter. Mais le deuxième match de cette même journée a ouvert la première fissure dans le récit. Corée du Sud contre République tchèque, disputée à l'Estadio Akron de Guadalajara, une enceinte prévue pour un peu plus de 45 000 spectateurs, est apparue sur les écrans du monde entier avec des rangées et des rangées de sièges rouges vides, concentrés surtout au centre de la tribune Est et dans les sections premium au bord du terrain, précisément les zones les plus difficiles à masquer et les plus chères à acheter. L'image était brutale pour un tournoi qui répétait depuis des mois qu'il affichait complet. 2 visages d'une même journée, côte à côte, l'Azteca rugissant à pleine capacité, puis, quelques heures plus tard, un stade à moitié rempli, illuminé par l'absence sous les projecteurs. C'est là que l'affaire devient presque absurde. La FIFA a publié pour ce match de Guadalajara une affluence officielle de 44 985 spectateurs sur une capacité de 45 664. Selon ses propres calculs, il manquait moins de 700 supporters. 700. Regarde les images de cette soirée et demande-toi honnêtement si ce que tu vois ressemble à 700 sièges vides ou à plusieurs milliers. Les chiffres ne collent tout simplement pas. Quand les journalistes ont interrogé la FIFA sur l'écart entre les données officielles et ce que montraient les caméras, l'organisation a fourni une explication qui ressemblait à une diversion de manuel. Les responsables ont expliqué que leurs chiffres d'affluence reflétaient des billets scannés et les personnes physiquement présentes dans le périmètre du stade, et non un comptage visuel des sièges occupés à un instant donné. Ils ont ajouté que de nombreux détenteurs de billets se seraient tenus dans les coursives plutôt que de s'asseoir aux places qui leur avaient été attribuées, comme si des milliers de personnes avaient payé chacune des centaines de dollars pour regarder un match de Coupe du Monde depuis une rampe en béton, sans vue sur la pelouse, uniquement par choix. Que l'on accepte ou non cette explication, et beaucoup de supporters et de journalistes ne l'ont clairement pas accepté, le point le plus important est que Guadalajara n'était pas un incident isolé. Ce n'était pas une mauvaise soirée. Pour les débuts du Canada dans sa propre Coupe du Monde contre la Bosnie-Herzégovine à Toronto, plus de 1000 places sont restées invendues dans une enceinte d'un peu plus de 44 000 places. L'affluence officielle s'est établie à 43 002 spectateurs, et les billets invendus n'étaient pas concentrés dans les catégories bon marché. Ils se trouvaient dans les sections premium, encore affichés à plusieurs centaines de dollars quelques heures seulement avant le coup d'envoi, pour le tout premier match de Coupe du Monde masculine jamais disputé sur le sol canadien. Un moment historique, et des supporters empêchés d'y assister en personne par le prix. Un seul chiffre résume toute la situation. Avant le début du tournoi, sur les 104 matchs programmés, seuls 29 étaient réellement complets. 29 sur 104, moins d'un tiers de l'ensemble du calendrier. Et pendant cette même période, le président de la FIFA, Gianni Infantino, déclarait aux journalistes,
sans ciller, que chaque match était complet, que tout avait été raflé par les supporters. Deux affirmations contradictoires prononcées avec le même sérieux. Il faut s'arrêter ici, car cette distinction compte. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une Coupe du Monde chère. Les Coupes du Monde ont toujours été chères, personne ne prétend le contraire. Il s'agit d'autre chose, une décision délibérée de tirer chaque dollar possible de chaque siège, fondée sur l'hypothèse que la puissance de la marque du tournoi était si écrasante que les supporters accepteraient n'importe quel prix placé devant eux. Il se trouve que cette hypothèse était fausse. Les supporters qui voyagent réellement à travers le monde, qui économisent pendant des années pour avoir une seule chance de voir une Coupe du Monde en personne, qui remplissent un stade de couleurs, de bruit et d'espoir viscéral, ont une limite, et cette fois, les organisateurs l'ont largement dépassée. Il existe une tension bien connue au cœur de ce type d'économie sportive, un équilibre entre trois éléments qui ne tirent pas toujours dans la même direction: les revenus, l'affluence et la légitimité. On peut tout à fait maximiser ce que rapporte chaque siège. Mais si cela exclut précisément les supporters qui créent l'ambiance, qui chantent, qui apportent de la couleur aux tribunes, le produit lui-même perd de sa valeur. Un stade rempli de spectateurs aisés mais peu passionnés n'est pas vraiment une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est un stade qui rugit d'une seule voix, et lorsque cette foule reste chez elle parce qu'elle n'a tout simplement pas les moyens de venir, il reste un tournoi techniquement impeccable et émotionnellement creux. La Coupe du Monde la plus chère de l'histoire, certes, mais vide en son centre. Voici maintenant la partie qui fait basculer cette histoire bien au-delà d'une simple plainte sur des billets trop chers, car lorsqu'une controverse cesse d'être un grief sur les réseaux sociaux et commence à attirer l'attention des autorités, on sait qu'elle est devenue sérieuse. Et c'est exactement ce qui s'est produit. La procureure générale de New York, Letitia James, et la procureure générale de New Jersey, Jennifer Davenport, ont ouvert des enquêtes formelles sur les pratiques de tarification dynamique de la FIFA. Puis, fin mai de cette année, elles sont allées plus loin en émettant des assignations réclamant des documents internes de la FIFA sur la manière dont les prix des billets avaient été fixés et sur la façon dont les catégories de places avaient été définies et commercialisées. Ce n'est pas une enquête vague. Les enquêteurs ont directement pointé cette hausse moyenne d'environ un tiers entre octobre et avril. Le même schéma qui avait déjà suscité l'inquiétude des supporters et des analystes. Leur investigation se concentre précisément sur les 8 matchs prévus au MetLife Stadium, dans le New Jersey, y compris la finale du tournoi le 19 juillet, ce qui ressemblait à une tendance suspecte pour quiconque jetait un œil aux chiffres fait désormais l'objet d'un examen juridique formel dans 2 États. Comme si cette pression politique ne suffisait pas, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a ouvert sa propre enquête distincte, alimentée par des plaintes de consommateurs décrivant quelque chose d'encore plus trouble, des supporters ayant payé pour une catégorie de places, avant de découvrir que leurs billets avaient été réattribués à un autre emplacement une fois l'achat finalisé. Des gens ont acheté un siège précis et se sont retrouvés ailleurs, sans jamais avoir accepté ce changement. Quand 3 procureurs généraux issus de 3 États aux priorités politiques très différentes décident de se pencher sur la même organisation exactement au même moment, le problème n'est probablement pas la malchance. Le problème, c'est probablement toi. L'examen ne se limite pas non plus aux États-Unis. Dès mars, le groupe de défense des supporters Football Supporters Europe, aux côtés de l'Organisation de défense des consommateurs Euroconsumers, a déposé une plainte formelle de 18 pages auprès de la Commission européenne, accusant la FIFA d'abuser de sa position dominante sur le marché pour imposer aux supporters européens des prix gonflés et des conditions peu claires. La plainte identifiait 6 violations distinctes du droit de la concurrence de l'Union européenne, dont une forme de publicité d'appel autour de cette promesse d'un billet d'entrée à 60$, une tarification dynamique incontrôlée, un manque de transparence sur l'emplacement des sièges et les politiques de remboursement, des tactiques de vente agressives
ainsi que ce qu'ils ont qualifié de système de double profit, puisque la plateforme officielle de revente de la FIFA prélève une commission combinée de 30% répartie entre l'acheteur et le vendeur sur chaque transaction. La plainte relevait que les billets pour la finale de cette année, au prix officiel, coûtaient déjà environ 7 fois plus cher que le billet le moins cher pour la finale au Qatar en 2022, et plus de 40 fois plus cher que le billet le moins cher pour la finale du précédent Championnat d'Europe en Allemagne. Certaines annonces de revente pour la finale auraient atteint près de 2,3 millions de dollars par siège sur la propre plateforme de la FIFA. Puis est arrivé le théâtre politique qui a rendu toute cette affaire impossible à ignorer. Début mai, le président Trump a déclaré directement au New York Post qu'il n'avait pas réalisé que les prix des billets avaient grimpé aussi en haut, et il a admis sans détour qu'il ne paierait pas personnellement le prix demandé pour le match d'ouverture des États-Unis contre le Paraguay. Ces propos l'ont placé en désaccord ouvert avec Gianni Infantino, un homme largement décrit comme un allié politique proche qui avait défendu les tarifs quelques jours plus tôt lors d'une conférence publique en affirmant que les Américains payèrent déjà cher pour les sports universitaires et professionnels. Il avait même soutenu à un moment qu'il était impossible d'assister à un match universitaire aux États-Unis pour moins de 300$, une affirmation rapidement contestée par plusieurs médias. Trump est allé plus loin, disant qu'il serait déçu si des supporters issus de la classe ouvrière de quartier, comme le Queens et Brooklyn, des personnes qu'il a décrites comme ses soutiens, ne pouvaient pas se permettre d'assister à un tournoi organisé dans leur propre pays. Il a suggéré que son administration pourrait se pencher sur la structure des prix, estimant que c'était un sujet qui méritait examen compte tenu de son impact potentiel sur les Américains ordinaires. L'image est frappante. Le président en exercice du pays hôte remet publiquement en cause le modèle tarifaire d'une organisation que son propre gouvernement examine simultanément par l'intermédiaire de 2 procureurs généraux d'État. Et voici l'ironie qui relie toute l'histoire. La FIFA s'est vantée à plusieurs reprises de ventes records, affirmant avoir écoulé plus de 6 millions de billets, certains responsables évoquant même des chiffres plus proches de 6,5 millions ou 7 millions à mesure que le tournoi avançait, des données brandies fièrement à chaque conférence de presse. Dans le même temps, les caméras continuant de montrer des sections visiblement vides dans stade après stade, les procureurs d'État continuaient d'ouvrir de nouveaux dossiers, et les prix de revente, au lieu de s'envoler à l'approche des matchs comme ils le font normalement, continuaient de baisser. Comment ces 2 réalités peuvent-elles coexister ? Très simplement dès lors que l'on comprend ce qui s'est réellement passé. La FIFA a vendu un volume énorme de billets, oui, mais elle l'a fait en gonflant les prix jusqu'à exclure précisément les supporters qui remplissent les stades et créent l'atmosphère. Les revenus ont été placés au-dessus de l'expérience elle-même, et le résultat est un tournoi qui engrange des recettes records tout en produisant, match après match, exactement le type de photos de sièges vides qu'aucun service de communication ne peut faire disparaître. On peut débattre toute la journée des chiffres d'affluence avec des subtilités techniques sur les billets scannés et les foules dans les coursives, mais on ne peut pas débattre avec la photo d'un stade à moitié vide diffusé en direct sur 5 continents. Cette image parle d'elle-même. Un autre détail mérite d'être mentionné, car il résume presque parfaitement l'état d'esprit derrière tout cela. Le stade où les États-Unis ont disputé leur match d'ouverture, le SoFi Stadium de Los Angeles, ne pouvait même pas s'appeler SoFi pendant le tournoi. La FIFA a imposé le retrait complet du nom du sponsor de l'enceinte, rebaptisé simplement Los Angeles Stadium, parce que ce sponsor précis n'avait pas payé directement la FIFA. Les organisateurs ont même fait remplacer le gazon artificiel par une pelouse naturelle et ont écarté d'autres réservations rentables du calendrier du stade pour satisfaire aux exigences du tournoi. Un contrôle total sur chaque détail accessoire, jusqu'au nom inscrit sur le bâtiment et au type d'herbe sous les crampons des joueurs. Et pourtant, au moment le plus important, les organisateurs n'ont pas réussi à remplir les tribunes pour le match le plus symbolique du pays hôte. Contrôle total du trivial, échec total sur l'essentiel. Un nouvel élément vient encore compliquer cette histoire,
et il se déroule en ce moment même, cette semaine, alors que le tournoi entre dans sa phase à élimination directe. Les prix de revente, restés obstinément élevés pendant des semaines, malgré la controverse, ont commencé à chuter fortement à l'approche des 16e de finale. Des rapports issus de services de suivi de billetterie montrent que les prix des 32e de finale ont baissé de près de 40% en quelques jours, les billets de revente d'entrée de gamme passant de plus de 2 000 $ à environ 1 200. Les prix des 16e de finale, des quarts de finale et des demi-finales ont tous enregistré, sur les marchés secondaires, des baisses à 2 chiffres sur la même période. D'un côté, cela ressemble à une bonne nouvelle pour les supporters qui ont attendu avant d'acheter. De l'autre, c'est une donnée de plus, et particulièrement gênante, face à l'insistance de la FIFA selon laquelle la demande aurait été irrésistible depuis le premier jour, car des prix de revente qui baissent aussi loin dans une Coupe du Monde sont historiquement rares, et signalent généralement que l'offre a dépassé l'appétit réel, et non l'inverse. Alors, qui paie réellement tout cela au bout du compte ? Parce que quelqu'un paie toujours. Ce n'est pas seulement la personne contrainte de débourser une somme à 4 chiffres pour un seul siège. C'est plus profond que cela. C'est le supporter ordinaire qui reste totalement exclu, celui qui finit par regarder la Coupe du Monde de sa vie sur un écran de télévision parce qu'être dans le stade n'a jamais été financièrement réaliste. Ce supporter paye 2 fois, une fois avec l'argent qu'il n'a jamais dépensé et une fois avec l'émotion qu'il n'a jamais pu vivre. Mais le tournoi lui-même paie aussi un prix qui n'apparaît dans aucun bilan comptable. Une Coupe du Monde ne reste pas dans les mémoires pour le montant des recettes qu'elle a générées. Elle reste dans les mémoires pour ce que l'on a ressenti en la regardant, pour une tribune qui n'a jamais cessé de chanter, pour la couleur des drapeaux, pour cette impression que la planète entière vibrait au même moment. Quand on échange tout cela contre un tableur, quand chaque siège devient une simple ligne de plus à optimiser, on garde l'argent, mais on perd la seule chose qui rendait vraiment l'événement digne d'exister. Et une fois cette chose perdue, aucune somme d'argent ne peut la racheter. Il y a quelque chose de presque poétique, d'une manière amère, dans le fait que la Coupe du Monde la plus chère jamais organisée, celle qui devrait générer plus de revenus que tous les tournois précédents, ait passé ses premières semaines à être définie non par des matchs palpitants, mais par des photos de sièges vides, comme si l'événement enseignait accidentellement une leçon que personne n'avait demandée. On peut avoir les plus grands stades, les sponsors les plus riches, la machine commerciale la plus sophistiquée du sport mondial, et malgré tout échouer si l'on oublie, quelque part en chemin, les personnes pour lesquelles tout cela est censé exister. Il est tout à fait possible que, lorsque les quarts de finale, les demi-finales et la finale arriveront plus tard ce mois-ci, chacun de ces stades se remplisse de lui-même, parce que le football à élimination directe a une façon de se vendre tout seul, quelle que soit la politique de billetterie. Mais les images de ces premières semaines, celles d'un tournoi qui affirmait être complet pendant que les écrans de télévision montraient le contraire, sont déjà inscrites dans les archives de l'histoire. Aucun stade plein dans les derniers tours ne pourra effacer entièrement ce souvenir.